Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue parmi nous. Très heureuse de vous retrouver comme chaque dimanche matin avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie, la Régie 7 et puis bien sûr Amel Haribi qui est à mes côtés. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, merci. En forme aujourd'hui. Nous sommes donc le 27 avril. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30 avec les rubriques habituelles que vous retrouvez chaque dimanche matin. À commencer par la rubrique donc de Flabnour, Jalisia.dz. Aujourd'hui, elle recevra un généticien qui est donc à l'origine et fondateur de la plateforme de biologie moléculaire. On en saura plus tout à l'heure, bien sûr, avec Fla et son invité en entretien particulier, surtout dans notre émission. Yazid également, dans sa rubrique l'invité de la matinale. Aujourd'hui, il recevra un conseiller donc du sport de la Wilaya d'Alger pour nous parler donc de cette deuxième édition du Festival des Jeux d'Alger. Ça s'était très bien passé l'année dernière et on a pu découvrir des talents et donc en tout cas faire un gros plan sur le sport. Eh bien, nous continuerons à parler aussi actualité avec nos autres rubriques, la rubrique donc de nutrition avec Anya Srir qui viendra continuer à nous parler donc des antioxydants, quelques conseils à vous donner pour bien vous alimenter tout en étant en bonne santé. Et Nabil Abeda reviendra encore une fois sur El Oued, encore avec de belles découvertes de cette région du sud. Et puis on terminera aussi avec nos invités qui viendront nous parler d'un séminaire qui aura lieu donc ce mercredi du côté de Boumerdès concernant la mutuelle scolaire. Alors on aura le président de la mutuelle scolaire et une pédiatre qui sera sur notre plateau pour nous parler donc des boissons énergisantes et les méfaits d'Internet. C'est donc un séminaire qu'ils ont programmé toujours encore pour la santé de nos enfants et surtout dans la perspective des examens qui arrivent et il faudra bien se préparer et ne pas être distrait. C'est tous les conseils qu'ils nous donneront dans notre émission ce matin. On aura le plaisir d'être ensemble jusqu'à 9h30 à retrouver le groupe Tikou Bawin avec cette belle chanson Riwaya. On se retrouve juste après. رواية كلك إحساس انت رواية حبك حكاية انت رواية حبك حكاية كيفاش ننسى ابن البشر انتي القمر
كيفاش ننساك يا ابن البشر انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية وش دير مازال قاعد يا ودي اروح معنا البهجه تجمعنا. تحت رعاية السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ولاية الجزائر تنظم مهرجان الجزائر العاصمة للرياضات يوم 1 2 3 ماي في 14 مكان. كاين أكثر من 100 نشاط يستنوا فيكم، كونوا في الموعد. Voilà, c'est la belle thématique de ce matin, donc de la rubrique de Yazid Ait Mahiddine, l'invité de la matinale. Et oui, vous l'aurez compris, c'est ce bel événement qui va donc réunir beaucoup de personnes qui s'intéressent au sport. Ça s'appelle Festival d'Alger des sports et c'est tout de suite avec Yazid Ait Mahiddine. Bonjour Yazid et bonjour à votre invité. Bonjour Amel et bonjour à notre invité, M. Reda Doumi, conseiller du Wali d'Alger chargé des sports. Bonjour, et aujourd'hui c'est El Behja Tejma'ona, c'est la deuxième édition. Vous pouvez nous dire tout sur cet événement? Merci d'abord pour l'invitation. Bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un événement, le Festival d'Alger des sports, qui en est à sa deuxième édition, sous le parrainage de M. le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, organisé par la wilaya d'Alger. C'est plus qu'un événement, c'est le symbole d'une ville qui bouge, qui offre beaucoup d'espaces réhabilités, des espaces qui étaient dédiés à d'autres fonctions non utiles et qui sont aujourd'hui réhabilités et mis à la disposition des citoyens pour pratiquer du sport, pour sortir en famille, pour toutes les catégories d'âge. Et c'est ainsi que Alger va respirer le sport pendant 3 jours. Donc Alger Sport Festival El Behja Tejma'ona, c'est Tiltiyam ou Tiltiliali, donc c'est 3 jours durant, du 1er, le 2 et le 3 mai, et c'est un hymne à la mobilité, un hymne à l'inclusion, n'est-ce pas, M. Doumi? Bien sûr, vous aurez remarqué que le Behja c'est un double sens, donc c'est le Behja qui est Alger, bien sûr, et oui, on parle de joie, de bonheur, de bien-être, du vivre ensemble. Donc c'est 3 jours en réalité, c'est des projecteurs qu'on va allumer sur, premièrement, des sites qui vont être dédiés, de nouveaux sites qui vont être dédiés au sport et aux loisirs. L'année passée, on était sur 5 sites. Aujourd'hui, nous sommes sur 14 sites. Vous allez me dire pourquoi. Tout simplement, c'est une demande de beaucoup de citoyens qui, l'année passée, voulaient que ce festival
aillent chez eux au lieu de se déplacer sur les 5 sites. Donc aujourd'hui, nous avons 14 sites, des sites urbains, des sites maritimes et des sites forestiers environnementaux. Dans le Harrach River. Oui, c'est la reprise. Le Harrach, c'est la deuxième édition. C'était très animé. Il y a aussi un focus spécial sur la ville de Sidi Abdallah qui elle-même est une ville qui doit être prise en charge dans sa globalité. Donc il va y avoir beaucoup d'animation. Aussi, le nombre des activités a augmenté. L'année passée, on était sur plus de 75 à 80 activités. Aujourd'hui, nous sommes sur plus de 120 activités, des activités sportives, là où il y a de nouvelles activités aussi, et la participation de tous, sportifs, j'allais dire jeunes n'ayant jamais pratiqué du sport, beaucoup de citoyens qui y vont en famille, donc tout le monde est invité. L'avantage aussi cette année, c'est que nous avons des symboles du festival. L'année passée, c'était la première édition. Cette année, nous avons des symboles. Nous avons le visage du festival qui est l'acteur Khaled Ben Issa, qui n'est plus à présenter. Pourquoi? Parce que c'est un artiste, c'est un architecte, c'est aussi un sportif mordu qui fait pratiquement dans la polyvalence sportive, ce qui donne un peu une idée ou un exemple de dépassement de soi, de recherche de défis et de challenge. Nous avons aussi des paralympiques, des médaillés d'or paralympiques. Skandar Jamil Atmani, double médaillé d'or les Jeux Olympiques de Paris. Il y a aussi Brahim Gendouz, vraiment une histoire à raconter. Brahim Gendouz, c'est le premier médaillé d'Afrique, d'Algérie et du monde arabe en matière de para-aviron, alors qu'il y avait 6 mois ou 8 mois avant les Jeux Olympiques, n'était même pas reconnu par ses pairs. Donc c'est des histoires qu'on veut raconter. On a aussi touché le monde sportif et en même temps des réseaux sociaux à travers Madame Nesrine Amrouche qui a joué dans plusieurs sitcoms, notamment Dar el-Fchouch, et qui est connue sur les réseaux sociaux et qui est aussi juge et ancienne sportive au niveau de la voile. Donc c'est tout ce mixage qu'on veut donner comme visage du festival qui est, comme vous l'avez si bien dit, inclusif, qui n'écarte personne, avec un focus spécial cette année sur l'handisport, cette catégorie qui, malgré les difficultés relevées au quotidien, la wilaya d'Alger est en train d'organiser un plan dédié à l'handisport bien sûr, mais au quotidien de cette frange, très grande frange, qui recèle beaucoup de qualité. Il y a aussi le sport scolaire qui, sur le plan de la qualité, peut donner beaucoup d'argent. Il y a également ce focus sur l'environnement, puisqu'il y a des sites que vous avez reconvertis en fait. Les sites que ça fait 20 ans, ils étaient des décharges publiques, et aujourd'hui, ils sont ouverts au sport et au bien-être et au style de vie. Alors la symbolique aussi de ce festival, c'est qu'un endroit comme l'écoparc de Ouatsmar, qui était jadis une décharge publique, qui a fait le malheur de beaucoup de gens sur le plan santé, aujourd'hui est devenu un havre de paix environnementale où sport, loisirs et rencontres familiales vont s'y mêler, bien sûr sur un espace qui dépasse les 70 hectares et qui a été ouvert. Alors ces espaces qui ont été ouverts par la wilaya d'Alger à travers les budgets locaux ressuscitent l'acte local, c'est-à-dire que prouver à beaucoup de personnes que localement on peut faire beaucoup d'efforts sans attendre qu'il y ait on va dire des plans qui peut-être dureront sur le temps. Localement, on peut faire beaucoup de choses. Vous avez aussi le parc zoologique de Ben Aknoun qui revient cette année aussi avec le trail urbain et beaucoup d'autres activités, du yoga. Donc chaque endroit a été doté d'activités qui vraiment sont dans leurs meilleures conditions dans ces endroits. Nous avons aussi le jardin d'essai d'El Hamma qui va recevoir beaucoup d'activités, notamment des courses pour les trisomiques. Nous avons aussi les marathons fitness où il y aura des coachs spécialisés professionnels qui feront des séances de fitness à l'air libre dans un cadre idyllique. Il y a aussi la forêt de Baïnem que tout le monde a oublié et qui aujourd'hui est devenue un endroit privilégié pour notamment les sports extrêmes, les bikers, tout ce qui est VTT, descente en VTT, dans des endroits
naturellement, qui offre beaucoup de possibilités. Il y a aussi les sites maritimes. Alors on va de l'ouest, de l'extrême ouest du site El Jamil à la Madrague. La Madrague, où il y aura beaucoup d'activités, le beach volley, le beach soccer, en arrivant à l'extrême est, le Qadous, où il y a une plage qui va accueillir toutes les activités nautiques. Qui s'appelle Bonnettah. Bonnettah, oui. Je vois que vous êtes bien informé. Donc, c'est des activités du kitesurf, de tout ce qui est sport nautique extrême. Il y a aussi une forêt à Al-Qadous qui va servir de lieu de camping et pour les camps, nous avons donné même des espaces pour les camping-cars, même personnalisés, pour venir passer 3 journées magnifiques. Il y a l'urbain, parce que l'objectif aussi, c'est de rassembler et c'est de faire rapprocher le sport au maximum des citoyens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le citoyen, dans l'objectif de la wilaya d'Alger, c'est que le citoyen ne doit pas parcourir beaucoup de kilomètres pour arriver à son endroit pour faire le sport. On enlève toute cette partie de doute et on fait arriver. Alors nous avons des endroits comme Riyad el-Fath qui, suite à la décision de Monsieur le Président de la République, passe sous la gestion de la wilaya d'Alger. L'opération de transition est en train de se faire, mais ça ne nous a pas empêché de programmer beaucoup d'activités, dont un grand tournoi de boxe et un grand tournoi de basket 3x3 au niveau de l'Agora qui va accueillir, il faut savoir qu'au niveau du basket 3x3, l'Algérie est championne d'Afrique. Donc c'est une occasion de faire du sport, de faire des loisirs et aussi de découvrir éventuellement des talents qui peuvent demain devenir les athlètes d'élite représentant dignement l'Algérie dans les joutes internationales. Ben, ce sera un grand rendez-vous pour le bien-être, pour la mobilité, pour l'inclusion et pour faire augmenter les standards de happiness in Algiers. Merci, Monsieur Dreda Doumi, conseiller du Wali d'Alger pour le sport, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et je lance un appel à travers votre chaîne qui est très très regardée à tous les citoyens de venir nous rejoindre au niveau des 14 sites. Ils n'ont qu'à aller sur le site web et sur les réseaux sociaux. Le site web c'est Algiers Sports Festival qui va leur donner tous les détails des horaires et les différentes compétitions et activités qui sont organisées au niveau des festivals. Je termine pour dire qu'il y a un plan de transport pour les endroits qui sont éloignés, un plan de transport gratuit qui a été fait avec l'ETUSA qui va ramener les citoyens qui ont des difficultés d'être transportés, notamment au niveau des sites lointains comme par exemple le barrage de Douera où il y aura des activités d'aviron qui seront programmées. Merci. Donc, rendez-vous Algiers Sport Festival. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yazid et merci à Monsieur Doumi qui toujours est parmi nous avec autant donc de plaisir avec ce beau programme qu'ils ont préparé pour vous, pour nous tous, pour le bien-être, comme l'a dit Yazid. Et nous avions vécu la première édition, c'était formidable. Donc j'espère que cette deuxième édition sera aussi intéressante et riche, bien sûr. Vous avez bien suivi et compris. Ça va être encore plus important au point de vue donc infrastructure et surtout activité, puisque avec les 120 activités, ça sera encore plus riche. En tout cas, on y reviendra à travers des images et bien entendu des reportages qui seront donc réalisés à cet effet. Donc ne ratez pas Festival d'Alger des sports, ça sera donc très bientôt, on y reviendra. On continue notre émission, c'est le mois du patrimoine, nous sommes en plein dedans. Donc je vous invite tout de suite à suivre et aller vers la Casbah d'Alger, retrouver le musée Mustafa Pacha. Suivez le guide, c'est Feria Al-Chir. Au cœur de la basse Casbah d'Alger, le musée Pacha veille sur l'histoire et le patrimoine de la ville comme un gardien silencieux du temps. Cette exposition a été faite pour montrer l'importance des nouvelles techniques d'exposition et de l'intelligence artificielle. Donc vous avez des panneaux qui sont exposés, l'explication de la miniature, l'importance de la miniature, les écoles sur lesquelles se sont basés nos artistes algériens. Et c'est écrit en arabe et on a un QR code. À travers ce QR code, vous avez une traduction français-anglais. Nous sommes dans un musée, on a un public très diversifié, très varié, de différentes nationalités et de différents niveaux.
Grâce à l'installation de l'intelligence artificielle, les visiteurs découvrent une nouvelle manière de parcourir le musée, entre tradition et innovation. C'est une application où le visiteur, quand il vient, le visiteur lambda, quand il vient, à partir de la porte d'entrée du palais, là, il scanne le code QR, donc il voit carrément le Mustapha Pacha que nous avons modélisé, qui se présente lui-même, qui présente son palais. Après, dans les différentes parties du musée ou du palais, il va trouver encore le visiteur, il va trouver d'autres codes QR qu'il va scanner aussi, il va trouver d'autres animations. Donc c'est carrément le Mustapha Pacha qui va présenter les différentes parties du palais. Il y a le défunt, M. Mustapha Boulkahla, qui était l'ancien directeur. C'est un artiste, il a un tableau. Nous l'avons modélisé aussi avec sa voix et qui présente son tableau. Donc c'est un plus pour le visiteur, c'est un plus pour le musée, c'est un plus pour l'Algérie. Le musée national de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie d'Alger conserve et expose des œuvres d'art exceptionnelles, notamment des pièces primées lors de festivals internationaux. Offerts par des artistes algériens et étrangers, des proverbes arabes, des poèmes soufis et des versets du Coran. L'intégration de l'intelligence artificielle au musée a transformé la visite en une expérience enrichissante, interactive et accessible à tous. Voilà, de belles visites cette année avec bien sûr l'intelligence artificielle qui est donc de rigueur cette année pour encore une fois optimiser donc les recherches et permettre aussi aux visiteurs d'apprécier leur visite. Eh bien, on va parler donc toujours avec les jeunes, les enfants. On va rester dans le domaine bien sûr de l'éducation. Et cette fois-ci avec nous le président de la mutuelle scolaire qui est avec nous, Monsieur Houssine Mouhoub. Bonjour. Bonjour et bonjour à toute l'équipe. Marhaba bik. Je profite de l'occasion pour passer un coucou aux téléspectateurs voilà, qui suivent de près votre émission. Oui. Et comme on est à l'approche des examens officiels, donc nous avons jugé utile de programmer un séminaire pour sensibiliser nos enfants et vous êtes et leurs parents aussi. Tout à fait. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec une membre donc, de la mutuelle qui est pédiatre. Bonjour. Bonjour. C'est Madame Fatima Farrag. Oui, bienvenue. Vous êtes Farrag, je suis pédiatre à l'EPH de Ruiba. Voilà, marhaba bik. Vous aussi, vous avez voulu prendre part à cette rencontre, bien sûr, pour donner des conseils, parce que cette année, vous avez nommé ça, ce séminaire, vous l'avez donc nommé les boissons énergisantes et les méfaits d'Internet. Et je précise aussi qu'il est membre du conseil scientifique. On a oublié de dire. Voilà. Je suis membre du conseil scientifique. Ouais, voilà. Et c'est important, bien sûr, de pouvoir le souligner pour pouvoir mieux aider et donner des conseils, surtout aux parents, et les orienter. Oui, on est là, c'est surtout pour la prévention. Donc, le but de notre présence aujourd'hui, c'est de prévenir parce que c'est un véritable fléau donc, qui malheureusement donc, attaque notre génération future. Donc ça, il faut le dire. C'est pour ça qu'on a choisi des thèmes bien précis. Donc, c'est en fonction. On a déjà parlé avant du Covid, de danger de l'Internet. Et maintenant, donc, on parle d'un véritable fléau qui est les boissons énergisantes chez les enfants. Hein. C'est de plus en plus consommé. C'est pas qu'ils sont, ils sont en nette expansion dans le monde entier. Et pareil en Algérie. Donc, si vous allez fréquenter, donc, que ce soit les collèges, les lycées, donc, vous allez constater que nos enfants, ils sont en train de prendre ces boissons énergisantes sans savoir le danger, donc, c'est-à-dire le réel danger sur la santé. Réel sur la santé, donc morale et physique, mentale et physique. Donc c'est très important. Avant, il faut bien définir les choses. C'est quoi une boisson énergisante? La boisson, premièrement, elle n'a pas, c'est un terme marketing. Il n'a pas de définition donc réglementaire. Il n'a pas de terme réglementaire. C'est un ensemble de boissons qui sont censées déplacer, c'est-à-dire de l'énergie en stimulant le système cérébral. D'accord. Là, c'est très très important comme définition. Donc, avant, il n'y avait pas d'études pour parler de l'effet nocif de ces boissons énergisantes. Mais actuellement, donc, il faut le dire, il y a pratiquement 57 études faites en 2024 qui ont inclus 1,2 million d'enfants.
Donc 1 200 000 d'enfants, donc on a le droit de conclure et de poser pratiquement et de parler de la prévention. Oui. Et ce qui est alarmant dans tout ça, c'est vraiment alarmant, il faut tirer la sonnette d'alarme. Ces études, ils ont conclu que ces boissons énergisantes, ils ont un effet nocif sur la santé mentale et physique. D'accord. Et on est allé loin. Donc ça retentit sur le comportement de l'enfant qui peut le conduire à d'autres pathologies. On va pas dire pathologie, à d'autres comportements qui sont insains, c'est-à-dire voir. Irritables, ils deviennent plus irritables. Ça, c'est les effets secondaires. Je ne parle pas des effets secondaires. On va parler, si vous voulez. La dépendance, carrément. Le comportement, c'est-à-dire ce changement dans l'alimentation. Donc, ça va être une alimentation qui n'est pas saine, ça en premier. Deuxièmement, sur le plan comportement, il va passer à d'autres, l'alcool, la drogue. Oui. Ouais. Ça, il faut le dire. Parce que si on prend une substance, il faut voir la composition pour parler de ça. Ce qui est malheureux, quand on prend une canette, on voit en vert, c'est-à-dire même un sujet vieux, sans lunettes, il peut voir la vitamine B6, B12, B1, B3. Voilà. Alors qu'il faut porter vraiment des lunettes de près pour voir la composition. Ça, c'est du vrai marketing. Je signale ça parce que c'est important. C'est quelque part des publicités mensongères aussi. C'est pour tromper un petit peu le consommateur. Et ce qui m'a choqué, sincèrement, ce qui m'a choqué, quand je prends la boisson fabriquée ici dans notre pays, il y a la composition, mais il n'y a pas le pourcentage de la caféine, alors que c'est interdit sur le plan mondial. D'accord. J'ai vérifié, donc caféine, il met de la caféine, il met des plantes qui sont de la caféine naturelle. C'est la même chose, mais il n'y a pas de pourcentage. Alors pour qu'un enfant, dans la réglementation, il ne faut pas dépasser 3 mg par kilo de caféine. Oui. C'est vraiment dommage de... Alors, quelquefois, c'est vrai que les enfants, quand ils avaient des examens, pour essayer de tenir et veiller le soir, ils prenaient du café et bien sûr quelques autres substances, peut-être le thé ou je ne sais pas, pour pouvoir veiller. Aujourd'hui, c'est carrément vers ces boissons énergisantes qui sont dangereuses pour la santé. Très dangereuses. Les études, je peux vous parler des dangers, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous avez des effets, je ne parle pas sur le plan mental, si on va parler sur le plan physique organique. C'est démontré que ça donne des effets sur le système cardiovasculaire. Les effets sur le système cardiovasculaire, on a plusieurs effets. Premièrement, vous avez de la tachycardie, c'est-à-dire des palpitations. Ces palpitations, on peut parler du trouble du rythme. Du trouble du rythme, on va parler de l'arythmie. L'arythmie, c'est un véritable fléau maintenant. Donc, quand on dit arythmie, on peut aller jusqu'à le cœur qui s'arrête quelquefois. Des troubles du rythme. Du trouble du rythme qui peut aller jusqu'à l'insuffisance. On a eu des cas d'insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque, c'est-à-dire un cœur qui lâche carrément, qui peut nécessiter une implantation du cœur. C'est des cas qui... Et surtout, ça dépend si l'enfant est en bonne santé ou pas, parce que ça dépend bien sûr de la santé, bien sûr, de l'individu. Généralement, les troubles du rythme, ils ne sont pas détectés chez les enfants. Alors qu'il ne sait pas que s'il a des troubles du rythme, il prend de la caféine, ça va entraîner carrément insuffisance cardiaque, tachycardie, HTA, hypertension artérielle. Du sommeil. Bon, ça c'est autre chose. C'est sur le plan neurologique, ça peut donner de l'irritabilité, de l'angoisse. Sur le plan donc sommeil perturbé. Qui dit un sommeil perturbé, ça va retentir sur tout. Notre corps, ça va retentir sur la croissance de l'enfant, ça va retentir sur le rendement scolaire de l'enfant. Donc il n'y aura pas un rendement scolaire, ça va engendrer un enfant malade. Je peux vous dire que c'est un enfant. Actuellement, notre estomac, c'est elle qui va définir notre cerveau. C'est le deuxième cerveau. Ça, c'est un message très important que je voudrais transmettre. Au niveau de l'absorption, au niveau bien sûr donc, de notre estomac. Alors, on va parler bien sûr de ce séminaire qui aura lieu donc le 29. Ça va se passer à Boumerdès. Le 29, voilà. Il y aura donc des médecins, donc des le personnel scolaire. Des élèves, la catégorie visée, c'était les élèves du CEM, vu leur âge d'adolescence, et le secondaire aussi. Donc moi, je ne voulais pas m'étaler sur des avantages et des inconvénients de ces boissons énergisantes. Je ne pense pas qu'il y ait des avantages. Pour l'instant, on est en train disons, pour stimuler l'élève et être en bonne humeur, soi-disant, mais ils ont oublié les effets secondaires. Donc, dans ce cas, moi, j'attire l'attention des parents d'encadrer leurs enfants, de les assister,
de les surveiller, de les accompagner. Sinon, ils risquent d'être déroutés. C'est ça, mais c'est très difficile ensuite de pouvoir suivre son enfant quand il va vers un épicier, il prend sa boisson, personne ne peut le surveiller à l'extérieur. Tout à fait. Donc, c'est pour ça. Donc, il ne faut pas qu'ils leur donnent de l'argent pour aller au supérette, etc. Donc, moi, avec les médecins d'ailleurs, je me suis réuni dernièrement pour débattre autant de sujets sur la vie scolaire de nos enfants. Nous avons sélectionné les 2 thèmes, soi-disant prioritaires, sur les boissons énergisantes et puis les réseaux sociaux. On n'oublie pas. C'est ça. Les réseaux sociaux, donc ils utilisent beaucoup l'Internet. Et c'est un véritable danger alors qu'ils sont à quelques jours donc, des examens qui sont des examens aussi qui sont... Ils ont oublié vont déterminer leur avenir. Les inconvénients de l'Internet. Je ne dis pas que l'Internet n'a pas d'avantages, mais leurs inconvénients, ils sont beaucoup plus influents sur nos enfants. Alors dites-nous à quelle heure va se dérouler le séminaire? Le séminaire, on l'a programmé pour le 29, le mardi 29. Au lycée France Fanon de Bomerdès à 9h, à partir de 9h. Et ça va se dérouler toute la journée? Non, dès qu'on termine nos communications, nous avons 2 thèmes importants, tout dépend du débat. Nous allons donner l'occasion aux enfants de s'exprimer, de voir. Très bien. Ah oui, nous avons tout prévu pour ça. Et bien sûr, les enseignants seront aussi présents pour pouvoir aussi interagir peut-être avec les élèves et donner aussi, surveiller en quelque sorte, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, moi je voudrais sincèrement donc parler maintenant, on sait maintenant le danger, il est là. Donc, on va terminer avec ça? Oui, on va terminer par ça, donc si vous voulez, donc, parce que c'est très important. Moi je pense qu'il faut agir. Il faut agir vite parce que dans tous les pays, ils ont tiré la sonnette. Il fait intervenir plusieurs ministères, il n'y a pas que l'éducation. Il n'y a pas le ministère de la Santé, il y a le ministère de l'Éducation, de la Santé, l'enseignement supérieur, de l'industrie, donc c'est très important, de la religieux. Donc, c'est-à-dire, il faut sensibiliser nos enfants. Donc, les parents, vous pouvez dire qu'ils sont démissionnaires. C'est entre parenthèses. Ils sont démissionnaires parce qu'ils sont absents pratiquement toute la journée. Le ministère du Commerce, il joue un rôle très important. Il faut augmenter les taxes sur ces produits. Probablement. C'est ce que vous allez sur lesquels vous allez débattre, c'est ces thématiques et surtout donner donc des informations aux parents et les sensibiliser. C'est le plus important. Pour eux, les parents, c'est de l'énergie, c'est du sucre. Alors en réalité, c'est pratiquement c'est une drogue. De toute façon, toutes les boissons sont un petit peu en quelque sorte dangereuses. Donc il faudra bien sûr surveiller et encore une fois tirer la sonnette d'alarme contre ces boissons énergisantes qui sont un véritable danger pour ces adolescents. Alors peut-être pour les grands un peu moins, peut-être, sont responsables. Je viens de citer des partenaires pour encadrer ces élèves et les sensibiliser. Eh ben, je vous informe que le ministère de l'Éducation a pris une initiative d'envoyer des correspondances pour sensibiliser les élèves dans la consommation des boissons énergisantes. Très bien. Donc on donne le rendez-vous. Ça sera donc le 29 au lycée France Fanon donc de Bomerdès. Vous serez là pour donner bien sûr cette thématique et des conférences autour donc des boissons énergisantes et les méfaits d'Internet. Je vous dis merci beaucoup, Monsieur Mouhoub. À très bientôt. Si vous me permettez, rapidement, un petit coucou pour mes petits-fils qui sont en France. Okay. Naël, Aylan et Maïlis. Surtout que l'un parmi eux, Aylan, il est le futur Mahrez. Parce qu'il joue au football, il est dans l'école de Lille. Eh bien, très bien, Inch'Allah. Le message est passé. Merci beaucoup, Madame Fatima Farrag. Donc, je rappelle que vous êtes pédiatre au CHU de Rouiba. Merci. Donc, je tiens à remercier toute l'équipe de Rouiba, donc à leur tête notre chef de service, Dr Bourgenfouf, pour l'effort fourni donc, pour sensibiliser les enfants. Bon courage à vous et bon courage pour toute l'enquête que vous avez réalisée. Un séminaire est envisagé à Bouira sur les accidents au milieu scolaire. On en reparlera. La violence au milieu scolaire et les accidents au niveau des établissements. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mouhoub. Je vous invite tout de suite à aller du côté donc, de l'USCHB, l'université de l'USCHB de Bebzoua, pour aller rencontrer donc, et voir cette conférence qui a eu lieu donc, sur la géologie et la transition climatique. Et Flab Nour a rencontré bien sûr des chercheurs dans ce domaine-là. On se retrouve juste après. That's the moral contact. Yeah, that's the moral contact if you'd like, and it could take 3, 4, 5 years to do it at Stanford. Je me retrouve
les étudiants là qui me posent des questions. Moi aussi, j'étais à une certaine époque un peu comme eux. La chose à laquelle je pense, c'est d'être chez moi, je dois dire. Je me sens chez moi. Plus qu'un espace, le chez-moi, pour le professeur Smaïn Zeroug, est une sensation inexplicable, mais vitale, sans aucun doute. Le retour à l'université Houari Boumediene, Bebzoua, l'USTHB, là où tout a commencé pour le chercheur, s'est renoué avec sa jeunesse, après 35 ans passés en Europe et aux États-Unis. D'abord, il y a de la chaleur là dans mon cœur, je dois dire. Ça me fait beaucoup de plaisir, en fin de compte, d'être revenu à Bebzoar et aussi d'être à une position où je peux aider et je peux partager plein de choses avec des collègues que j'ai connus lorsque j'étais ici étudiant. Si peut-être j'ai réussi professionnellement, c'est aussi grâce aux gens de ce pays, ceux qui ont permis à quelqu'un comme moi de vivre dans un pays indépendant. C'est l'intérêt que la diaspora elle manifeste pour essayer d'aider. Ça, je dirais que c'est naturel. De tout temps, les diasporas ont aidé. Il y a beaucoup de potentiel ici, mais aussi il y a beaucoup de competencies que quelqu'un comme moi, par exemple, avec lesquelles il peut contribuer. Notamment dans le domaine de l'énergie et de la transition énergétique, un thème proposé aux étudiants de la faculté des sciences de la Terre. Les solutions scientifiques et technologiques sont les défis du siècle, selon le professeur Zeroug, et son cheval de bataille, entre autres aux États-Unis. Il y a une spécialité, un bon nombre de domaines qui vont aider à la décarbonisation d'abord, c'est-à-dire l'idée de capturer le carbone et de le stocker pour qu'il ne s'en va pas dans l'air. Là, il nous cause des problèmes. Donc, il y a l'idée de stocker du carbone à travers plusieurs processus et où on le stocke dans la sous-surface, en fin de compte là d'où il est venu. Il y a aussi des ressources telles que la géothermie, par exemple. C'est aussi une manière de ramener de la décarbonisation parce qu'on utilise la chaleur, en fin de compte, pour chauffer de l'infrastructure, mais aussi pour transformer ça en power, en puissance électrique. Il y a aussi l'idée que ce qui va nous permettre de décarboniser, c'est l'utilisation, par exemple, de batteries pour stocker l'énergie. Pour les véhicules électriques, par exemple, ces batteries-là, ces technologies ont besoin de certains éléments qui ne se trouvent pas en grand nombre. Ce qu'on appelle les éléments critiques ou les critical elements ou critical minerals, les minéraux critiques. Et là, ça se trouve sous la Terre aussi. Il y a aussi l'idée que potentiellement, le sous-terre peut contenir des ressources telles que l'hydrogène naturel, ou peut-être qu'on peut stimuler la génération de cet hydrogène qui peut être utilisé comme une source verte. Les spécialités qui ont été acquises ici en Algérie par les Algériens, par ceux qui travaillent en Algérie, peuvent en fin de compte être adaptées aussi à cette transition énergétique. Et je pense que les étudiants qui ont montré beaucoup d'enthousiasme. Voilà, les chercheurs travaillent tous les jours, encore un peu plus, bien sûr, pour améliorer notre environnement et surtout améliorer notre univers. Eh bien, les chercheurs, nous en parlons chaque dimanche avec Labnour dans sa rubrique Jalia.dz. Amen. J'attendais le jingle. Donc bonjour à tous. Dans Jalia.dz, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir, pas un chercheur, mais qui est au contact direct avec les chercheurs, Monsieur Nazim Omar Karyatani. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez d'Oran. Tout à fait. En premier lieu, je vous remercie pour cette invitation. Mais c'est un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Donc, je disais que vous n'êtes pas chercheur, mais vous êtes au contact des chercheurs, puisque vous êtes dans un laboratoire spécialisé dans la génétique depuis de nombreuses années, aux côtés de votre maman. Vous avez un parcours à l'étranger, à HEC en France d'abord, puis à Montréal. Mais avant de parler de tout ça, cette détermination d'apporter quelque chose dans ce domaine, d'où elle vient? Ça ne peut être que familial et ça peut être aussi que l'environnement dans lequel j'ai grandi en Algérie, à Canastel. Et donc aussi de l'apport de mon père, de ma mère, de mes tantes, de mes oncles. Donc, votre maman est médecin d'ailleurs. Tout à fait.
Donc vous avez grandi vous êtes né à... Je suis né à Oran, à la clinique Sainte-Anne, qui était à quelques mètres en fait là où ma mère et mon père ont créé le premier laboratoire en 1988, donc à la rue Sainte-Anne, à Canastel, à Oran plutôt, là où je salue tous les habitants de ce quartier. Et donc tout jeune, vous avez déjà eu cette volonté et cette curiosité pour le savoir, pour aller plus loin. Ça ne peut être que le cas vu que le laboratoire a été ouvert en 88, donc je venais d'avoir que 9 ans. Et donc j'ai grandi dans ce milieu-là où je voyais mes parents tous les matins partir au laboratoire, travailler pour essayer d'apporter des solutions pour apaiser les patients algériens. Donc je pourrais donner un exemple très très court. Avant, un diagnostic se faisait en espace de 1 mois. Et donc ma mère, quand elle est revenue de France après avoir fait ses études à Paris, à l'Institut Gustave Roussy. Donc, elle fait partie aussi de la diaspora. Ah, tout à fait. La même chose pour mon père, parce que tous les deux, ils ont étudié ensemble, mon père et ma mère à Toulouse, et ensuite à Paris. Et donc, dès son retour, et avec la possibilité d'ouvrir un laboratoire en 88, après qu'elle était chef de service à Al Morgan, une de ses hantises, c'était de pouvoir réduire au maximum le temps d'attente des patientes. Donc, ils sont arrivés à faire passer ça de 1 mois à 1 journée pour établir un diagnostic. Et ça, c'était une solution très importante pour les patientes. Vous êtes issu d'une famille très engagée aussi, M. Kariatani. Et ça aussi, ça fait toute la différence. Parce qu'on vous a inculqué aussi cet amour pour l'Algérie déjà, pour essayer aussi d'avancer dans des domaines dans un domaine assez particulier, la génétique. On parle de souveraineté. Tout à fait. Dans le domaine. Si on parle de génétique, aujourd'hui, c'est un point qui devient focal. On ne parle plus de génétique dans les 10 ou 15, 20 prochaines années. Ça se fait aujourd'hui. Beaucoup de pays ont beaucoup avancé. Je pourrais prendre l'exemple de l'Arabie Saoudite ou je peux prendre l'exemple des autres pays occidentaux. Aujourd'hui, la souveraineté de la partie génétique devient un point focal. Pourquoi? Parce que tout vient à partir de notre ADN. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, les techniques ont beaucoup évolué et ont beaucoup réduit en termes de coûts. On peut prendre l'exemple d'un séquençage du whole genome qui coûtait à peu près $1 million dans les années 2000. Aujourd'hui, on peut le faire pour quelques milliers de dinars. Donc, aujourd'hui, connaître son ADN devient une stratégie et un point focal dans le développement d'un pays, juste pas par la partie santé, mais aussi par la partie alimentaire, la partie environnementale. Tout a un impact sur la partie génétique. Et nous sommes fiers aujourd'hui dans le laboratoire là où on travaille, c'est qu'on commence à maîtriser cette technique-là. J'allais laisser ça vers la fin pour donner encore plus de détails. Je vais revenir un petit peu vers votre enfance, parce que vous avez une mamie qui vous a marqué le plus et qui était la première directrice d'ailleurs de la Bibliothèque nationale post-indépendance. Oui, ma tante Lemkhami Zohor, Nekahitani. Vous appelez mamie. Tout à fait, parce que j'avais pas de grand-mère paternelle. Et c'était la personne qui m'avait donné cet amour. Voilà. Vous êtes ému quand vous parlez d'elle? Beaucoup. Elle a été la première directrice générale de la Bibliothèque nationale. Comment elle s'appelle? Lemkhami Zohor, qui était une des directrices en fait, de la Bibliothèque nationale d'Algérie. Et c'est une femme qui a énormément lu. Donc elle m'a transmis l'amour du livre, de l'art. Et... Excusez-moi. Désolée, M. Kariatani. On lui rend hommage aujourd'hui, en tout cas. Et franchement, on voit le résultat aujourd'hui avec ce que vous faites pour l'Algérie, pour le pays. Donc, vous êtes cofondateur aujourd'hui, parallèlement à votre aussi fonction d'entrepreneur. Votre statut d'entrepreneur, je voulais dire. Donc, vous êtes cofondateur de ce laboratoire et ce laboratoire a été un combat pour qu'il y ait une souveraineté dans le domaine. Vous l'avez même, il est devenu international parce qu'il y a un travail qui se fait en direction de l'Afrique aujourd'hui. Ce laboratoire-là, ça a été un petit peu le challenge que j'ai lancé avec ma mère et mon père en 2020, là où on sentait l'intérêt pour que le patient algérien puisse avoir les meilleurs soins possibles. Et on avait essayé au départ avec des laboratoires internationaux, mais on voyait que les coûts étaient trop élevés. Donc il fallait toujours réduire le coût, le prix pour les patients algériens parce que leur niveau de vie n'est pas un niveau de vie européen et on ne voulait pas qu'il y ait 2 cartes pour le soin en Algérie. Donc on a travaillé à réduire au maximum les coûts en
important le savoir-faire et en s'appuyant sur des compétences algériennes qui étaient à l'étranger. Donc je peux citer professeur Touati Benoumkraf, qui est bioinformaticien. On a eu tout à fait, le plaisir de recevoir qui est un grand monsieur. Il y a 2 semaines. C'est un grand monsieur parce qu'il était à Singapour. Tout à fait, il était à Singapour, il était directeur de la plateforme génomique de Singapour, donc il a participé énormément au séquençage du génome humain singapourien, et il est actuellement directeur de chaire à Montréal, et il s'est impliqué avec nous grâce à l'apport d'un autre Algérien, donc qui est professeur Gaouer, qui est à l'université de Tlemcen, parce que professeur Touati collaborait avec l'université de Tlemcen. Et c'est ça les ponts construits aussi. Tout à fait, hein. Et ça c'est très très important, que l'université algérienne apporte son apport pour le développement de l'économie et de la santé algérienne, ne peut se faire qu'avec la jonction des autres pans. Donc le savoir est universel et il faut que ces frontières n'existent pas. Et professeur Touati avec professeur Gaouer, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cassé ces frontières et ils ont apporté de la compétence. Une des formations qui a été faite à l'université de Tlemcen, c'est en bioinformatique. Et on a pu recruter un des premiers bioinformaticiens, Marouane, que je salue de cette tribune, et est arrivé à s'intégrer au laboratoire et il a apporté encore sa pierre. Donc on a professeur Touati, qui est un des plus grands bioinformaticiens du monde, qui apporte son savoir à Marouane et Marouane l'apporte au niveau de génétical. Donc vous voyez un petit peu tout cet écosystème pour que la génétique se développe en Algérie. Il ne faut pas que des généticiens, il faut tout un écosystème. Des anapathes comme ma mère, Dr Kahia, des généticiens comme Dr Mahan. On salue. Hein. Tout à fait. Dr Shiraz, que je salue d'aujourd'hui, qui a développé le premier panel de génétique en Algérie et qui a été appliqué à Génétical. Tout ça, ce sont des primeurs que nous sommes en train d'apporter pour tout simplement améliorer la santé du citoyen algérien. Mais pas que du citoyen algérien, mais aussi du citoyen africain. Parce que l'intégration ne peut se faire, le développement ne peut se faire qu'en intégrant toutes les nations qui sont autour de l'Algérie. Il y a une petite information qui est importante à savoir, la médecine va se baser et se base aujourd'hui sur la génétique. Ce qui a été séquencé aujourd'hui, c'est l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Donc ce qu'on n'a pas, on a des référents eurasiens en termes de génétique. Mais on n'a pas encore de référents africains. Et si on n'arrive pas à avoir cette souveraineté de notre génétique, on ne pourra pas développer une médecine de précision spécifique parce que les gènes changent d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Donc si nous, on ne connaît pas notre génétique, on ne pourra pas se soigner correctement dans le futur. Parce qu'au lieu d'avoir des médicaments qui s'orientent d'une manière générale, maintenant, c'est des médicaments qui vont aller d'une manière très précise. Et ça ne peut se connaître que par la génétique. Et tout le travail justement que vous faites dans le domaine du développement justement est orienté vers ces compétences algériennes partout dans le monde. Nous avons besoin de toutes ces compétences et un de mes travaux et efforts au niveau de Génétical, c'est d'essayer de capter toutes les bonnes compétences. Et elles ne peuvent se faire qu'à partir des compétences à l'international. Parce que la génétique, c'est tout un écosystème. Comme je viens de le dire, c'est des compétences dans tous les points de développement. Il y a des informaticiens, il y a des développeurs, il y a des généticiens, des médecins, des logisticiens, des responsables qualité. C'est un écosystème. Donc, plus on peut récupérer des compétences à l'international, plus on peut se prémunir d'une santé meilleure en Algérie. D'ailleurs, à ce propos, le professeur Melici, quand je l'avais reçu ici, et je le salue ce matin aussi, je l'ai reçu dans cet espace, il parlait de toutes ces spécialités qu'il faut connecter pour que le développement, d'une manière générale, dans le domaine de l'économie, se fasse d'une manière très structurée. Tout à fait, il a totalement raison. Là, on est en train de parler d'un doyen de l'Université de Massachusetts, donc on vous imaginez un petit peu à quel niveau de compétence il se trouve. Donc c'est la même chose dans un laboratoire, c'est la même chose dans un hôpital. S'il n'y a pas une multidisciplinarité dans le fonctionnement de nos infrastructures, on ne pourra pas avancer. S'il y a une seule spécialité qui veut se prendre la vedette, par la suite, tous les autres se démobilisent. Donc, on ne pourra pas aller dans une vision commune, dans un objectif commun. Ça c'est une évidence. C'est une règle comme la règle de Lavoisier. Donc, il faut qu'il y ait une multidisciplinarité. Et ça a été le discours de ma mère, donc du docteur Kahia. Pendant toute sa carrière, il faut que l'anapathe ou les autres médecins, ils doivent tous travailler d'une manière cohérente. Les oncologues tout seuls ne pourront jamais se développer. Sans les généticiens, sans les anapathes. Justement, vous avez accès aussi à des recherches dans le domaine de l'oncologie. Tout à fait. On a développé, aujourd'hui, on est le premier laboratoire à développer les CTC, donc les cellules tumorales circulantes. Donc vous pouvez imaginer qu'on peut diagnostiquer
plutôt suivre le cancer grâce juste à une filtration du sang. Donc on a des partenaires ScreenCell avec qui on est en train de travailler et on a déjà fait un premier projet de recherche qui a été fait en Algérie avec 40 patients, qui a donné d'excellents résultats, qui est en cours de publication, mais on est en train de le faire aujourd'hui en routine. C'est-à-dire qu'on peut apporter grâce à un simple kit, juste à une simple filtration, pour savoir si le cancer est en train de reprendre ou il est en train de partir. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à percevoir toute l'avancée scientifique qui est en train de se faire. Et ça se fait dans un laboratoire privé. Alors, par contre, le laboratoire privé collabore beaucoup avec le public. Parce que le privé ne pourra jamais se développer sans le public et le public non plus. Donc le PPP, c'est une des axes aujourd'hui de la présidence algérienne, c'est d'aller vers le partenariat public-privé. Donc toute interaction qui peut se faire entre le public et le privé ne pourra apporter que de la valeur ajoutée acquise à nos patients, donc à la santé publique. Avant de terminer, il y a une avancée dernièrement qui a été enregistrée dans votre labo. Tout à fait. Bah, ça a été, on vient de séquencer le premier whole exome. Donc pour nous, c'est une fierté. Pourquoi? Parce que ça va. Le whole exome, c'est comme si vous séquencez. Avant, on pouvait séquencer de petits panels. Maintenant, on séquence une grosse partie. Là où on pourra détecter pour les patients qui sont malades de maladies rares, de connaître un petit peu mieux leur maladie et donc d'apporter de meilleurs traitements. Mais en même temps, pour les futurs nés d'une famille, où on pourra mieux détecter pour savoir où se trouve la problématique héréditaire, pour qu'on puisse apporter des solutions. Et ça, pour nous, dans un laboratoire privé, ça a été une belle réussite. Pourquoi? Parce que ça nécessitait l'interaction de beaucoup de spécialistes, entre autres de Dr Grazel, que je salue, qui est à Tunis, qui est un des médecins de l'hôpital, qui est le généticien de l'hôpital de Riyad, en génétique, qui collabore avec nous. Donc, l'internationalisation du fonctionnement de la médecine, c'est quelque chose de très important, et avec les nouvelles technologies, ça ne peut apporter que du bonheur pour nos patients. Vous êtes aujourd'hui installé entre l'Espagne et Oran. Tout à fait. Et vous avez aussi une autre mission d'accompagner des entreprises algériennes dans le domaine pharmaceutique. Ça, c'est aussi... Ah oui, tout à fait. Ça fait 2 ans qu'on est en train d'essayer de développer des ponts avec l'Afrique. Donc, on commence avec le Sénégal. Mais aujourd'hui, au mois de janvier, j'ai été invité par M. Bokasem Haouch, qui est le vice-président de la FOGECA, donc qui est une association patronale pour l'intégration africaine. Et nous avons rencontré le président gambien, mais aussi, on a d'autres interactions pour accompagner l'industrie pharmaceutique algérienne à se développer en Afrique de l'Ouest. Je peux tout simplement dire que nous avons des fleurons de l'industrie pharmaceutique et c'est une fierté. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être des leaders en Afrique, mais pas juste en Afrique, mais aussi en Amérique latine. Parce que nous avons des produits, honnêtement, de très 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 haute facture. C'est pas nécessaire que je cite nos leaders de l'industrie. Je peux citer l'industrie de Saïdal qui a de beaux potentiels en Afrique, mais il y a aussi le privé algérien. On ne citera pas, ils sont connus, nos industriels pharmaceutiques algériens, et qui ont des potentialités très 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 fortes. Je peux citer le Burkina Faso, comme la Guinée, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, mais pas que ça. C'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est un marché potentiel pour nos industries. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les voyants sont au vert. Il y a une ouverture il y a une main tendue vers aussi nos compétences à l'étranger, mais pas que. Il y a aussi nos compétences locales qui sont exceptionnelles. Donc voilà, tout est fait pour qu'on avance sur tous les plans. Je tiens à saluer Madame Chafera du consulat de Nice, ainsi que tout à fait, ainsi que notre qui est arrivé hier d'ailleurs de Nice, elle est à Alger. Excellent. Donc, qui ont fait un travail extraordinaire parce qu'ils sont arrivés à joindre tous les médecins. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est... que je vous ai contacté à travers notre consulat à Nice. Tout à fait, qui a fait un excellent travail parce qu'ils sont arrivés, c'est un début, c'est un très très bon début parce que ça permet à la diaspora algérienne de se réunir. Et ben, j'ai été invité pour le 24 mai dans la région de Marseille pour communiquer sur ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est excellent parce que c'est comme une étincelle qu'on crée. Il y a un accompagnement. Il faut qu'il y ait de l'accompagnement. Mais ce qui est bon aujourd'hui, ce que j'apprécie, c'est que la communauté algérienne s'organise. Et c'est une bonne chose parce que l'Algérie a besoin d'eux, mais pas que juste l'Algérie. L'Algérie est un beau pays, mais l'Afrique est un aussi très grand beau pays. Exactement. Et le travail se fait aussi à travers le secrétariat d'État auprès des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, à sa tête, M. Sofiane Chahib. Donc, sur ce, on a fait le tour un petit peu de la question. En tout cas, ravi de vous avoir reçu, Monsieur Kahia Tani Omar Nazim. Je rappelle que vous êtes
entrepreneur et cofondateur d'un laboratoire spécialisé dans la génétique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Et puis, quelle bonne nouvelle pour la recherche et pour la science, bien sûr, quand on voit que la génétique continue toujours à nous épater à travers, bien sûr, ces recherches flagrantes avec nos chercheurs et surtout nos compétences à l'étranger, comme l'a dit notre invité, M. Omar Kahyatani. Lui, il travaille, bien sûr, pour l'amélioration de cet écosystème, encore une fois, pour faire briller les compétences algériennes à l'étranger et nos compétences ici même en Algérie. En tout cas, merci beaucoup. Et puis merci aussi à votre invité. Et puis on lui souhaite bonne chance. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer à parler de la recherche et de l'avancée de la recherche dans notre pays. La semaine prochaine, on va recevoir aussi un médecin. On va recevoir un médecin, c'est le médecin oranais Mansour Qara. Voilà, celui dont la vidéo, oui. voilà, très sympathique aussi. Voilà. On aura le plaisir donc de vous faire découvrir à travers bien sûr notre émission Bonjour d'Algérie et la rubrique Djalia.dz chaque dimanche matin. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. On va aller faire un gros plan sur cette belle exposition, le vernissage d'une belle exposition qui réunit donc deux artistes, Jawdet Gessouma et Saïd El Djama. C'est un reportage signé Samia Bouahour dans la région de Tizi Ouzou. La galerie d'art du théâtre en plein air à la Maison de la Culture Mouloud Mamri à Tizi Ouzou abrite une belle exposition intitulée Le duo de couleurs, Initin Tigmet, de deux artistes plasticiens, Saïd El Djama et Jawdet Gessouma. Saïd El Djama, et après une longue expérience à l'étranger, revient pour apporter tout son savoir-faire au bonheur des passionnés de l'art ici en Algérie. Il nous fait plonger dans son univers abstrait. Moi, je travaille que de l'abstrait et depuis toujours que de l'abstrait et je continuerai que de l'abstrait. Et le fait que je fais que de l'abstrait, c'est que je suis dans une découverte journalière, temporaire, hebdomadaire à l'année. Et c'est tous les ans comme ça et j'avance comme ça que dans l'abstrait. À peindre, c'est la création, c'est pas la reproduction. Par exemple, ceux qui font les traditionnelles natures mortes, portraits, les paysages, le cubisme, etc. Ceux-là, c'est pas pareil. Moi, je suis dans la création, c'est-à-dire que je peux pas, je suis incapable de faire ça. Moi, je m'inspire de quelque chose à l'atelier. Je commence par mon inspiration et après, ça m'amène nulle part et plus loin. En ce qui concerne l'exposition de Saïd El Djama, dès sa première exposition en Algérie, ça remonte à 2 ans, il a exposé à la galerie Mohamed Rassim. Et là, on a senti qu'il y avait du potentiel, il y avait un parcours, il y avait l'idée d'un self-made man. C'est-à-dire qu'il est parti très très jeune à Paris et il a côtoyé la communauté des artistes, il a été dans des ateliers de professeurs de peinture prestigieux et il s'est forgé à ça. Et il a adopté de nouvelles techniques. Donc non seulement il était parti comme modèle pour vivre et se familiariser avec les artistes, mais en plus il a voulu s'imprégner de l'art et il s'est formé. Quant à Jawdet, qui excelle toujours dans la recherche, l'artiste est venu avec une collection très spéciale, 19 minutes, pour laisser votre imagination voler au gré du vent, et une collection en hommage à la Palestine. Très peu de gens qui savent que je viens en réalité du street art, que je viens de la figuration libre, de la bande dessinée. Je suis un enfant, si vous voulez, de la communication. Je ne suis pas un peintre classique. Malgré le fait que j'ai eu quand même un enseignement aux Beaux-Arts, j'ai eu un DESA, ensuite un magistère. Là, j'essaie de préparer un doctorat, je suis enseignant et tout ça. Mais mon côté peintre ou artiste vient du fait
que j'essaie d'être iconoclaste, c'est-à-dire je casse avec la tradition de la narration, c'est-à-dire la présentation des sujets comme ça, directement, sans questionnement, sans rien. Moi, j'essaie d'avoir une autre écriture plastique, c'est-à-dire une autre écriture. Par exemple, pour la série Hissar, consacrée à Gaza, il y a toute une vision entre le noir et blanc, le collage qui est très agressif, c'est pas un collage, et une redéfinition des formes, une redéfinition des propositions esthétiques. Et c'est une manière d'être original, de ne pas donner un discours directement à un enfant. Vous avez, de toute façon, les gens, ce qui est quand même génial, c'est que les gens, automatiquement, ils perçoivent les formes, ils perçoivent la sensation d'un déclencheur. C'est ça le plus important. Cette exposition se poursuivra jusqu'au 4 mai. Les deux artistes vous offrent leur création et vous invitent à voyager à travers des couleurs, des formes et des rêves. C'est une belle exposition à aller découvrir absolument. Vous avez encore le temps, comme l'a dit Samia, jusqu'au 4 mai. Et bien tout de suite, nous allons parler bien-être et santé avec notre amie Ania. Bonjour Ania. Bonjour Ania. Comment ça va? Ça va. Très bien. Ça va. Et puis on va parler tourisme aussi avec notre amie Nabila. Nabila Bella, bonjour. Ça va? Très bien, et vous? Ça va très bien. Elle vous a plu l'exposition? Oui, très bien, et j'ai adoré aussi le commentaire de Samia. De Samia, tout à fait. Accompagné de rêves et de formes et de couleurs. Eh ben, voilà. On a besoin de ça. Hein. Exactement. Quand il y a des couleurs, c'est vrai que ça attire toujours l'œil. Exactement. On a envie de voir et de découvrir un peu plus profondément. C'est ça. Bien sûr, l'univers de cet artiste. C'est ça. Alors vous, par contre, vous allez nous faire découvrir un mets. Exactement. Donc, en attendant l'été, pour vous faire découvrir le littoral algérien, on continue toujours notre balade à Oued Souf, comme chaque semaine. Et cette fois-ci, on va commencer par faire une petite balade à travers le marché. Mais avant, dans le matin. Ah, mais avant. Mais avant, on va passer à la santé. Ah, j'avais commencé, on a traité le marché. Non, juste un petit avant-goût. Très bien. Pour dire que finalement, aujourd'hui, dans la rubrique tourisme, on va faire un gros plan sur les marchés. Et bien sûr, une spécialité, bien sûr, locale, bien de chez nous. Exactement. Et tout à l'heure, dans le bien-être, elle va nous dire si c'est bon ou pas pour la santé. Parce qu'il faut faire attention aux piments, etc. Donc, Ania, vous allez nous parler tout de suite donc, de tension artérielle, n'est-ce pas? Exactement. Dans un tout petit moment, de tension artérielle et bien sûr ses interactions avec les antioxydants. Vous allez continuer à nous en parler également, mais tout de suite après ça. Bien sûr, la tension artérielle, il faut vraiment la surveiller de très près. C'est un sujet important. Voilà. Oui. J'ai choisi d'ailleurs de parler de ça car il y avait un lien assez fort avec, avec l'alimentation. Et il y a d'ailleurs aussi un lien avec les antioxydants dans l'alimentation qui va nous protéger contre les maladies chroniques de façon générale et entre autres l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle qui est une maladie qui est assez fréquente partout dans le monde, surtout même en Algérie. On en dépiste de plus en plus. Il y a plusieurs raisons à cela, mais pourquoi il est important de faire déjà le dépistage, c'est important de le rappeler, car il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'hypertension artérielle et ne le savent pas. Voilà. Lors d'une consultation de routine, lors d'un don de sang, ils vont découvrir qu'ils ont un chiffre tensionnel qui est anormalement élevé et sans même le savoir. Pardon, j'ai la voix qui part. Donc, qui ont un chiffre tensionnel anormalement élevé sans le savoir. Et il faut faire attention à certains signes. Certains sont assez connus, bourdonnement d'oreilles, petits vertiges, un brouillard visuel, des céphalées qui reviennent régulièrement et on a tendance à penser qu'on est stressé ou fatigué alors que ça peut être un petit pic tensionnel et donc il faut surveiller bien sûr régulièrement sa tension artérielle. Et bien sûr avoir son tensiomètre chez soi, à proximité. Apprendre aussi à la prendre dans de bonnes conditions, être reposé, 15 minutes avant, voire 20 minutes, ne pas prendre d'excitants, ne pas manger, boire un café pour ne pas
fausser, on va dire, le chiffre tensionnel. Ne pas prendre juste après avoir mangé, quand la digestion commence. Voilà, attendre une bonne demi-heure, on va dire, sans s'alimenter, sans prendre de café et en étant au repos au moment de la prise tensionnelle. Et la prise aussi, la position aussi de l'individu être allongé, avoir le bras qui n'est pas en l'air comme ça, être vraiment reposé pour avoir un véritable chiffre. Et surtout, c'est le fait de la suivre régulièrement pour savoir si justement on ne fait pas de pic. Car même lorsqu'on ne ressent pas les effets de l'hypertension artérielle, elle continue d'agir. Voilà. Je tenais vraiment à parler de ce sujet car je suis nutrithérapeute mais aussi médecin et il y a vraiment un lien fort entre les deux. Et justement, lorsque vous ne savez pas que vous êtes hypertendu, la tension artérielle, les pics hypertensifs vont continuer à agir ça sera une pression pour vulgariser et simplifier. C'est ça, c'est la pression, assez dans les forte, vaisseaux. Voilà, sur des organes qui sont assez fragiles face à cette pression, comme les reins, comme les yeux, le cerveau, le cœur. Et donc, ça va fragiliser ces organes-là. Il y a beaucoup de personnes qui finissent par avoir des problèmes d'insuffisance rénale à cause d'une hypertension qui n'a pas été détectée à temps, des problèmes de vue. La tension de l'œil est différente, hein, bien sûr. Non, non, on ne parle pas de glaucome. Voilà, vous faites bien de le signaler. Le glaucome, c'est une autre pathologie de l'œil. C'est un autre type de tension oculaire. Là, on parle d'un autre type d'effet sur l'œil, c'est-à-dire l'effet de l'hypertension artérielle sur la vision et sur les yeux. Voilà, sur les yeux. Voilà. Donc, justement, pourquoi c'est important? Parce que ça peut donner des AVC, ça peut donner des paralysies. On voit beaucoup de personnes qui sont jeunes et on se demande pourquoi cette personne a une hémiplégie alors que c'était un pic hypertensif. Et c'est pour cette raison que la prévention est importante, que même le suivi lorsqu'on a cette pathologie est important et l'alimentation fait partie de la prévention, même si ce n'est pas que, car il y a aussi beaucoup d'idées reçues. Le facteur génétique, évidemment. Voilà. On en parlait d'ailleurs, l'invité de Felab Noor l'a très bien décrit en disant que l'alimentation et les facteurs environnementaux affectaient notre génétique, avaient un impact sur notre génétique. C'est-à-dire que oui, certaines personnes ont des prédispositions génétiques à faire de l'hypertension artérielle et donc ces personnes-là doivent faire plus attention à leur alimentation, à leur hygiène de vie, que d'autres qui peut-être n'ont pas cette prédisposition-là, mais justement avec une bonne hygiène de vie, avec une meilleure alimentation, on peut réduire les risques même lorsqu'on a déjà des prédispositions. On peut avoir un impact, réduire les risques de déclencher cette hypertension artérielle. Bien sûr, la nervosité, l'état général de la personne, le stress, l'obésité aussi, le fait d'être en surpoids peut engendrer une hypertension artérielle. C'est quand même un état inflammatoire, ça a une influence sur tout le corps. Et donc, il faut jouer sur tous ces aspects-là pour essayer de prévenir l'hypertension artérielle et les dégâts qu'elle peut engendrer par la suite. Ou même pour l'équilibrer lorsqu'elle est déjà là, pour que la tension artérielle soit équilibrée à côté du traitement, bien sûr, et de la prise en charge médicale par le médecin généraliste ou le cardiologue qui vous suit. Voilà. Bien sûr, les aliments trop salés, c'est un véritable y arrive enfin, l'alimentation, le lien, le sel, bon, oui, le sel en excès, évidemment, abiadain, le sel fait, à côté du sucre et même de la farine blanche, fait partie des aliments à réduire, c'est-à-dire pour éviter les excès. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas enlever complètement le sel. Je vois beaucoup de personnes essayer d'enlever complètement le sel de leur alimentation. Le sel peut avoir des bienfaits, surtout qu'il contient de l'iode. On y rajoute pour éviter de l'iode. La thyroïde. Pour éviter les dysthyroïdies, comme vous le dites, l'hypothyroïdie, car c'est assez endémique quand même et on évite ça avec un apport iodé et on trouve ça dans le sel. Donc le sel
en petite quantité n'est pas un problème. Le problème, c'est le sel qui est caché un petit peu partout. Dans les croissants, il y a du sel. Dans les pains au chocolat, il y a du sel. On dit réduire. Dans les sandwichs, il y a des sels. Dans les sandwichs, dans voilà, les il faut fromages. réduire. Il ne faut pas enlever, juste réduire un petit peu pour se sentir mieux. C'est le sel qui est caché dans les charcuteries aussi, dans les biscuits. Donc, lorsqu'on dit réduire le sel, c'est aussi réduire tout ce qui est industriel, tout ce qui est transformé, tout ce qui est ultra transformé, et essayer de maximiser le fait maison pour avoir un meilleur contrôle sur la teneur en sel des aliments. Et éviter la salière sur la table? Ne pas ajouter du sel, réduire? Réduire le maximum. Déjà, si vous enlevez le pain, la farine blanche et le sel qu'il y a dedans, déjà vous avez fait un grand pas vers la réduction de la teneur en sel, car c'est quand même un aliment qui suit beaucoup nos repas. Et voilà, si on réduit déjà, on essaie d'enlever le pain ou de réduire la quantité, une petite tranche de pain suffit, on s'habitue. Ça a l'air difficile, je sais. Je vois un petit peu les... C'est très difficile. On dit toujours, on rajoute un peu de sel sur notre vie. Donc, on a le sel. Mais un peu. C'est dur. Tout est dans le dosage. Voilà. Tout est dans c'est des habitudes, c'est vrai. Vrai. Une fois que vous prenez le pli, ça y est, c'est bon. Ça y est, ça devient facile, ça devient normal. Même on va trouver que c'est trop salé si on en met un petit peu plus. Voilà. Et il y a aussi d'autres aliments qui ne sont pas toujours cités. D'accord. Voilà. Pour certains, par exemple, la réglisse, c'est un aliment qui n'est pas tellement, qui fait pas tellement partie. Voilà, c'est pas usuel, c'est-à-dire qu'on ne le retrouve pas tout le temps. Et pourtant, c'est. Croyez-moi, il y a des fans de réglisse. Oui, je suis là. J'en fais partie. Et ça élève la tension. Ça fait partie des aliments qui élèvent la tension. Donc, si on a une petite tension, des tendances à l'hypotension, si on a des problèmes d'estomac, la réglisse en nutrition et en nutrithérapie, c'est très bon. C'est très bon. C'est même conseillé. Si on a des petits bobos à l'estomac, ça peut vraiment apaiser, ça peut donner cette sensation d'apaisement, mais ça peut aussi éviter les hypotensions. Mais pour l'hypertension, oui, on va réduire car ça a tendance à augmenter la tension artérielle. On dit que l'ail, c'est bon aussi pour faire baisser la tension. C'est des idées reçues? L'ail peut avoir un effet sur les petits pics tensionnels. Ça peut réduire aussi la tension, mais pas de façon significative. Il y a aussi le ben qui est connu, le lait fermenté, pour augmenter. Moi, je dirais que si c'était un seul verre, c'est-à-dire un seul verre ou modérément, ça n'augmente pas scientifiquement la tension artérielle. Mais bien sûr, si on prend toute la bouteille, évidemment que ça va avoir un effet. Oui, évidemment, un vendredi. Il ne faudra pas prendre ça avec un verre, non plus. Le café aussi. Il faut faire attention quand on est hyper tendu ou quand on veut éviter, quand on a des prédispositions. Le café, pas en excès, toujours une petite tasse par jour à 2, mais en excès, trop concentré, ça peut augmenter la tension artérielle. Les fromages le soir, à éviter? Si c'est trop salé, oui. En général, c'est salé les fromages. Voilà, toujours réduire la quantité et non pas enlever de son alimentation et favoriser surtout une alimentation qui est saine, qui est variée, diversifiée, colorée, légumes et ajouter des antioxydants. On y arrive pour compléter ce qu'on avait déjà dit la dernière fois. Les antioxydants, les aliments qui contiennent des antioxydants sont d'excellents alliés contre toutes les pathologies chroniques finalement, entre autres l'hypertension artérielle, pour avoir un effet protecteur et préventif contre l'hypertension artérielle. Quand est-ce qu'on doit s'inquiéter quand la tension est à combien? Quand la systolique est au-delà de 14 et la diastolique au-delà de 8,5. Voilà, 9. D'accord. Il faudra faire attention. Dès que c'est à 9, déjà, il faut faire attention. Voilà, il faut s'inquiéter. Et pas s'inquiéter, mais commencer à quand même prendre... D'accord. Et aller voir son cardiologue. Voilà. Et quand on prend des médicaments, c'est irréversible, c'est-à-dire on ne peut plus arrêter? Généralement, on va dire que c'est une maladie chronique. Donc, une fois qu'on est sous traitement, on va quand même réajuster le traitement. On peut très bien revenir en arrière, c'est-à-dire passer de la monothérapie, un seul traitement de l'hypertension artérielle. Si ça ne fonctionne pas, à la bithérapie, c'est-à-dire 2 traitements pour la tension artérielle. Mais si vous équilibrez votre tension artérielle grâce à l'activité physique, c'est très important. La marche rapide, le sport, faire du footing. Si on fait une bonne activité physique, qu'on gère sans stress, qui a un énorme impact sur le chiffre tensionnel et qu'on a une alimentation variée, goûteuse et variée, saine. Non, moi, la question, c'est que vous avez parlé de légumes antioxydants, comme par exemple
Le chou, les épinards, tout ce qui est vert. Les légumineuses aussi ont un impact. Et les fruits. Et les fruits rouges surtout, j'insiste sur ça. D'accord. Voilà. Donc si on arrive quand même à avoir tout ça et à gérer son hypertension artérielle, on peut revenir en arrière et revenir vers un seul traitement, voire l'équilibrer avec l'hygiène de vie tout simplement. Parfait. Super. Merci beaucoup Ania. Merci toujours de bons conseils avec Ania le dimanche, avec bien entendu le bien-être et notre santé évidemment. Et puis suivre la rubrique de Nabila pour avoir une bonne tension artérielle, faire donc aérer ses poumons, n'est-ce pas Nabila? Exactement, on enlève le stress. Aller dans le sud. Aller dans le sud. Moi je vous emmène manger quelques aliments. Ouais, mais bon, on va faire voir. attention. Aujourd'hui, Maëlys, c'est permis. On va aller suivre une petite recette de temps en temps. Et il ne faut pas faire d'excès, bien évidemment. Ça fait du bien. Voilà. Allez. Ok. Alors, on va suivre tout de suite la rubrique tourisme de Nabila Abdellah. Voilà. Et allez, avec modération bien sûr, mais avant, vous allez nous emmener faire un petit tour dans un marché à El Oued. Exactement, on continue, les périples de Nabila continuent à travers Oued Souf. À chaque fois, je vous fais découvrir un endroit, un lieu, un personnage. Et cette fois-ci, on va partir visiter le marché. El Oued, c'est un marché qui date du XVIIIe siècle et donc on trouve plein de choses, les légumes, mais les fruits et légumes et tout ce qu'on peut trouver dans un marché. Et ce qui a attiré beaucoup plus mon attention, c'est le pror, c'est l'encens. C'est très tendance aussi. Mais ça a une place incroyable dans la vie des soufis. C'est quand je rentre au magasin, les maisons, d'ailleurs, voilà, avant que je ne sorte. Parce qu'à l'Oued, un peu partout dans le sud. Là aussi, notre ami Farhat nous avait fait tout un reportage autour de justement l'Ambar et le Pro. C'était magnifique aussi. C'est incroyable. Et voilà. Déjà, je m'arrête devant. Il est 9h30 du matin. Les variantes اللي يحب يخلطوا لا اللي يحب ما يخلطش ما يخلطش يحب المخللات نديروا له المخللات ما يحبش المخللات ما نديرولهاش سنحط لي كلش كيفاه نحطوا منه Alors là, c'est les fèves. On peut les prendre seules ou les mélanger avec les variantes. Les habitants de la région se lèvent très tôt, donc vers 10h du matin. Un bol de fèves marinées est le bienvenu pour caler la petite faim. Oui, il faut bien caler la petite faim. Ça fait partie des traditions. C'est comme si on prenait, je sais pas, qu'ils prennent des chips ou des châtaignes. Oui. Café nommé Hambahi. C'est un café atypique, vous allez voir pourquoi. Et typiquement pour les hommes. Et je vais faire comme Isabelle Eberhardt. Vous savez, Isabelle Eberhardt, pour pouvoir connaître la société de Oued Souf, elle s'est déguisée en homme. Bon, on ne fait pas tout à fait ça, je suppose. Mais voilà, je vais essayer. Alors c'est un café atypique de la région, avec du sable. Et la plupart c'est des retraités. Et le thé est succulent. Un endroit où le temps s'est arrêté et résiste à l'évolution du monde extérieur. وعلاش تجوا له القهوه هذه وعلاش يجوا له هنا ولفتوها هنايا صعب يبان كنا ردردي واحد قال لي نهرب من مرتي خاف انا نلعب C'est entre autres, Voilà. Je ne sais pas si c'est possible aussi, en attendant de faire passer aussi les images. Et là, on vous emmène vers le plat, un des plats traditionnels de la région. Et donc là, voilà. On a passé un beau moment quand même au café. Place. Je suis plus Isabelle maintenant. C'est les villas. Place. Et on continue.
Et on va continuer. Hein. Je ne sais pas si on va laisser après. On va les voir images. dans un moment. C'est vrai que vous vous êtes carrément mise dans la peau de Isabelle Eberhard et bien sûr, vous êtes rentrée dans ce café qui est un café typiquement donc, réservé aux hommes. Réservé aux hommes. Mais vous avez été la bienvenue. Oui, hein, non, il n'y a pas de souci. Bon, les femmes de la région ne peuvent pas aller là-bas, mais ne peuvent pas, parce que ça ne fait pas partie des traditions, voilà, tout simplement. Mais les touristes, on peut partir entre filles, prendre notre thé, jouer qui a gagné qui a gagné. On n'avait pas fini encore là, mais au moins ils avaient l'habitude et ils sont très... Et cette spécificité, bien sûr, de certains artisans aussi, c'est de travailler sur le sable, carrément, même le sable. Et ce café, c'est la première fois que je vois un café comme ça avec le sable. Voilà, on voit la doubara qui arrive. C'est ça. Bon. إذا ما هضرتش ولا سنين بكيت فهم باللي حاضر. Alors bon, juste avant, je donnais la recette. Alors il y a le piment, les fèves, les pois chiches, la coriandre, la tomate concentrée. Et ça a été à 12h30, 13h. Très pimenté. Là j'ai mon collègue Norbien, Chérifi, qui fait partie de l'équipe des périphes de Nebula. Et je ne peux pas manger seule. Il faut partager le repas avec toute l'équipe. Et franchement, c'était très piquant. C'était très piquant. Et on vous demande le dosage. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ne supportent pas. Et il paraît que le piment est un véritable antioxydant. Formidable antioxydant. Donc ça va. Et là, j'avais fini. Et j'ai je vais faire Teredda. Temedda. Ah, tu vas te détendre. Ben oui, je vais me détendre pour un peu, pour que ma tension artérielle soit stable et puis faire travailler les antioxydants. Oui, mais c'est ça. Et la sieste fait partie intégrante de la culture du monde, du sud algérien. Tout à fait. Donc, le gaïla. C'est un moment extraordinaire. Je me suis mise jusqu'à sur 4h, 5h. Ce qu'il faut. Donc là-bas, il n'y a ni tension, ni stress, ni... On ne court pas derrière le temps, bien sûr. C'est le temps qui nous attend. C'est ça, exactement. C'est bien sûr un des secrets du bien-être de vivre un petit peu ce qu'on appelle la slow life. C'est cela. De vivre plus lentement, mais de se concentrer sur chaque chose qu'on fait, d'apprécier le moment. C'est ça. Et c'est ça qui nous donne en fait finalement l'impression de vivre vraiment le moment et de ne pas voir les jours qui défilent trop rapidement. Et de tout déguster, comme je dis, la salade et la tomate ont un goût fraîche, vraiment fraîche. L'aubergine a un goût magnifique aussi. Alors vous aviez goûté à cette spécialité qui est la dobara, bien sûr locale. J'en ai goûté aussi. J'avais été à l'ouest, j'avais adoré. Et pourtant, quand on voyait bien sûr avec tous ces ingrédients et surtout ils ajoutent des variantes. C'est ça. C'était très piquant, vous disiez. C'est ça. Mais c'était bon. C'est pois chiches. C'est un mets qui est beaucoup plus Fahna maintenant on le prend à midi, mais ça se prend à 9h du matin aussi. 9h, 10h du matin pour le. C'est le petit casse-croûte. C'est pour leur donner de la force contre le froid. Voilà, en général. Et il y a ce qu'il faut pour tenir jusqu'à midi. Enfin, au moins, ils déjeunent juste avant la prière ou là, après le dor, ils font la prière, ils déjeunent, en bas des Lugaïla. Mais Dobara, c'est vrai que chaque région a sa spécificité. Le Biskara, Dobara ta Biskara, c'est pas comme celle d'El-Oued et pas celle de Boussaada. Ils ont chacun un petit ingrédient secret ou en plus qui fait que cette dobara est différente de l'autre. Elle est très bonne en tout cas. Et voilà la dobara que j'ai ramenée. J'aurais été tentée, parce que c'est vrai que ça donne l'eau à la bouche malgré tout, même s'il est 9h30 du matin. J'imagine à la régie, à la Rome, la prochaine fois, tu veux l'homme dobara. Ah, la régie, c'est vrai. Alors, c'est cette spécialité, cette fois-ci, ça a été les marchés. Vous avez donc eu cette curiosité d'aller vers les marchés. Vous avez pu apprécier les senteurs du marché et bien sûr les spécialités locales.
Mais pourquoi je reviens vers le prol aussi? Parce que on était dans une auberge et il y avait l'hôte. Avant de sortir, il jouzelna le prol. C'est le parfum, c'est le parfum qu'on met. Et chaque ça région, dépend de la saison, ça dépend aussi donc des fêtes religieuses. Exactement. C'est si il y a un événement particulier, si c'est un mariage ou là juste pour sortir, voilà. Et il y a le oud qui est tendance, mais qui a toujours existé dans nos régions du sud. Et c'est vrai, voilà. Donc quand on rentre, j'en ai ramené beaucoup. Donc à ma maison, c'est tout le temps. J'avais pas l'habitude, mais c'est vrai que c'est une culture assez particulière et ça change aussi. Je préfère que de mettre les senteurs, vous savez, artificielles. Donc je préfère, non? C'est mieux, non? Bien sûr. Mais pour la tension artérielle. Oui, parce que en général, ce sont des senteurs synthétiques. Donc là, c'est naturel. C'est à base de bois, c'est à base de graines, c'est à base donc, de choses tout à fait naturelles. Après, il faut aimer aussi l'odeur. Hein, parce que des fois, à la maison, on trouve, on me dit, Nabila, c'est un peu trop fort. Tant que c'est comme vous le dites, à base d'éléments naturels, parce que c'est des écorces de bois. Voilà, ça a un effet sur, et sans excès aussi, parce que voilà, ça a un effet aussi même sur le moral. C'est vraiment scientifiquement prouvé, c'est-à-dire la senteur, les parfums, ça a un lien avec le bien-être. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est bon pour la tension artérielle. Ça détend peut-être. Merci les filles, merci beaucoup d'avoir en tout cas égayé notre plateau ce matin à travers vos petites balades, carrément avec vous, Nabila, à travers Eloued et ses marchés. On vous retrouvera à travers donc les rendez-vous et les périls de Nabila, bien entendu, dès dimanche prochain. Et puis vous, Ania, merci beaucoup pour ces conseils santé et bien-être chaque dimanche. Vous êtes là. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous et de découvrir aussi de nouvelles choses aussi. Voilà. Et bien, en tout cas, on vous souhaite une excellente journée. Soyez bien sûr heureux toujours et bien sûr surveillez votre tension artérielle comme nous l'a dit Ania. Faites très attention à votre santé. Et puis je vous laisse en compagnie des programmes de Canal Algérie. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée et puis merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. À demain 8h. Au revoir et bonne journée.